Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 novembre 2022. Il y aurait un livre à écrire sur comment survivre au succès. Mais sans doute ce livre ne connaîtrait aucun succès. Car déjà connaître du succès, c'est déjà l'exception, ce n'est pas la règle. La règle, c'est l'échec. En création, la majorité des ouvrages publiés, des films proposés, des disques enregistrés vont connaître un sort plutôt funeste, celui de trouver un public très, très, très limité. J'entends par là sort funeste parce que nous n'aimons que le succès dans notre société. Et les artistes, les politiciens, les gens d'affaires sont jugés à l'aune de ce seul critère, est-ce que ça marche ou pas? Et comme la majorité des choses sont appelées à ne pas fonctionner, eh bien, la majorité des gens se sentent littéralement des perdants, des losers. Alors, comment survivre à l'échec? Ah, ça, peut-être, on pourrait remporter un succès en écrivant ce livre. Mais comment survivre au succès? Ça, c'est sûr que les méventes sont assurées. Je me faisais la réflexion ce matin, apprenant le décès de ce poète dont on ne cesse de faire les louanges, Christian Bobin. Et je dois vous confier que je ne lis plus Christian Bobin depuis au moins 20 ans. J'ai commencé à le lire à cette époque où Christian Bobin, précisément, n'avait pas de succès. C'était un poète confidentiel que nous nous partagions, dont nous nous partagions les lectures dans le secret. Et son obscurité, eh ben, nous procurait une sorte de bonheur. Le bonheur de se savoir privilégié. Le bonheur de connaître quelque chose qui appartient au petit nombre. Et puis est venu le succès. Un succès très important avec son livre Le Très-Bas, une histoire poétisée de Saint François d'Assise. Et là, après, Christian Bobin a enchaîné les succès. Et je pense même qu'il a dû souffrir, selon moi, de ce succès. Car il était devenu un personnage. Et c'est le danger qui guette les gens qui ont du succès, c'est que le succès enferme dans la persona. Le succès fait de telle sorte qu'on on vous attend pas au détour. On souhaite que vous nous serviez le même repas. Et donc, j'ai fini aussi par éprouver même presque du mécontentement à le voir cité sur les réseaux, abondamment. Des sentences m'apparaissant bien souvent pontifiantes. Et j'ai même fini par être parfaitement exaspéré par le personnage. Aujourd'hui, il est décédé aujourd'hui ou hier. Et je comprends que ceux qui l'ont beaucoup, beaucoup aimé en éprouvent du chagrin. Pour ma part, j'ai cessé de m'y intéresser lorsqu'il est devenu quelqu'un de très connu. On pourra juger cette attitude manquant de générosité. On pourra la juger également celle d'un fat, d'un snob, de quelqu'un qui n'aime que les choses obscures. Mais c'est un fait que je n'aime que les choses obscures. Un autre poète que j'ai toujours beaucoup aimé et que j'ai cessé d'aimer, lui, parce qu'on le cite abondamment sur les réseaux. Alors tant et si bien que j'ai l'impression que ce poète, René Char, est devenu une marque publicitaire. J'ai l'impression même que certains de ses poèmes, aphorismes philosophiques, auraient pu être écrits par un concepteur d'une marque d'espadrilles, Nike par exemple. Serre ta chance.
et le genre de formule la lucidité, plus près du soleil. Le genre de formule qui plaît aux publicitaires. Elles sont courtes, elles sont ambiguës, et elles proposent quelque chose qui nourrit chichement l'imaginaire, qui n'engage pas plus en avant sur le chemin de la poésie, sur le chemin radical de la poésie. Bobin, selon moi, son succès l'a perdu, de mon point de vue. Et quant à René Char, il est desservi, à mon avis, par un usage intempestif de citations que l'on propose à l'envi sur les réseaux. Un autre qui subit le même sort, selon moi, et c'est Albert Camus. Camus, sans arrêt, on voit défiler la photo d'Albert Camus avec des citations qui consolent. Est-ce que les réseaux, c'est la mort de la littérature? Non, je ne crois pas. Mais est-ce qu'on doit aborder la littérature, la poésie, en ne tenant pas compte des réseaux? Sans doute. Hier, j'ai commis une vidéo sur la littérature et les vertueux, et j'abonde dans le sens de Xavier, qui, j'ai compris, m'écoutait. Xavier, qui est un collègue libraire, un jeune collègue, donc, il a des milliers, non, en fait, il n'y a pas des milliers, mais il y a des centaines de bibliothèques qui vont s'offrir à lui. Et c'est un passionné, visiblement. Et pour faire ce métier qui nourrit assez mal son âme, mais qui le nourrit de manière extraordinaire sur le plan de l'esprit, et au fond, nous nous approchons, à l'instar des méta-riches qui ne vivent plus dans le monde matériel, eh bien, les amateurs de poésie, les amateurs de philosophie, eh bien, ne vivent plus non plus dans ce monde. Et c'est une bonne chose. Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui le désertent, ce monde, pour pouvoir faire de telle sorte que ce monde ait à nouveau des possibilités de recevoir de l'oxygène. C'est un monde qui en manque terriblement. J'avais envie de vous proposer la lecture ce soir, mais ça m'apparaît long. Et je vais peut-être me la garder. C'est trop long. Je vais me fatiguer. C'était ma journée de congé aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer le livre, parce que c'est plutôt amusant. Donc, ce sera une vidéo courte. Je ne pensais pas vous entretenir de Christian Bobin, ni de René Char, ni d'Albert Camus, et de l'effet que leur citation provoque chez moi, à la fois de l'agacement, je trouve ça gnangnan. Voilà, je trouve ça gnangnan. Et je pense que on ne doit pas juger la littérature et la poésie et la philosophie avec les grilles habituelles de la réussite économique. On ne doit pas voir ça on ne doit pas voir ça de cette manière. On doit... Voilà. Alors, je vais vous montrer ce dont je vais vous parler, pas demain. Demain, je vais vous parler un peu de mon père, demain. Parce que depuis le décès de mon père, ma vie est devenue très étrange, je vous dirais. C'est sans doute l'effet là d'un deuil, d'un double deuil. Celui de ma mère. Demain, ça va faire 6 mois que ma mère est décédée. Mon père, j'ai appris qu'il était décédé le 6 août. J'ai appris le 17 novembre que mon père était décédé le 6 août. Donc, est-ce que mon deuil a commencé à partir du 17 novembre avec une date rétroactive du 6 août? Je ne sais même pas comment interpréter ce double standard quant au niveau des dates. C'est assez surprenant parce que normalement, un deuil débute à la mort de la personne. Dans mon cas, le deuil débute à partir du moment où je l'ai appris, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois. Et demain, je vais vous en parler parce que aujourd'hui, j'ai fait un drôle de geste. J'ai commis un drôle de geste. Je vais tout vous dire ça demain. N'ayez crainte. Mais, vous disais-je, depuis que mes 2 parents sont décédés, ma vie est devenue étrange. J'entends par là que j'étais extrêmement fidèle à mon plan de vie depuis l'enfance. Moi, j'avais des projets de vie, j'avais des objectifs de vie,
et dont le succès, en fait, n'en faisait pas partie. Me voilà protégé de l'échec. Ce qui m'animait, ce qui me propulsait, c'était d'avoir une vie intellectuelle sauvage. Voilà. Une vie intellectuelle hors des sentiers battus. Une vie intellectuelle hors des institutions. J'ai dit ailleurs ou souvent que j'en étais devenu une moi-même, mais l'institution, entre guillemets, comme celle de l'atelier librairie, ce sont des institutions qui ne sont pas pérennes. Autrement dit, un jour, cette librairie n'existera plus. Tandis que les institutions pérennes dans lesquelles les gens ont envie de s'inscrire et qui sont très importantes. Alors, je ne suis pas anti-institutionnel, mais je ne jugeais pas que cela convenait à ma complexion, à mon état d'esprit. Moi, je voulais lire ce que j'avais envie de lire. J'avais envie de réfléchir aux choses que j'avais envie de réfléchir. Je n'avais pas envie de subir des examens. Je n'avais pas envie d'être un bon élève. Voilà. Et j'avais envie de faire à ma tête. Et je n'aurais fait qu'à ma tête. Je me posais la question il y a quelques jours, j'aurais rêvé ma vie, au fond. Et rêver sa vie, est-ce que c'est mieux que de la vivre vraiment? Et est-ce qu'on la vit vraiment, notre vie, de toute façon? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, vivre vraiment sa vie? Mais rêver sa vie, ça suppose qu'on a un rapport à la fois existentiel, à la fois cosmique à l'existence. Parce que je ne cesse de penser à quel point nous sommes des petites créatures dans un immense univers. Et que la planète Terre, comme le disait Buckminster Fuller, est une sorte de vaisseau spatial, au fond. Et ça ne cesse de m'étonner à quel point les gens ne semblent pas prendre conscience de la dimension cosmique de l'existence. On ne vit pas que sur un plan horizontal. On vit également sur un plan vertical. Et en fait, une vie, j'aurais envie de dire, accomplie, c'est une vie qui est au croisement du vertical et de l'horizontal. Et qu'il y a un embranchement entre le sol et le ciel. Et on n'en sait rien non plus de ce qui peut survenir, étant donné que nous avons l'éternité contre nous. Et il y a, dans la nuit du 23 au 24 novembre, 1600 quelque chose, j'aurais fallu que je vérifie, Pascal a eu sa nuit de feu. C'est là qu'il a fait le fameux Paris Pascal. Et il avait cousu au revers de sa veste une trace écrite de cette illumination, de cette nuit de feu. Et je pense que cette nuit de feu, elle est possible pour chacun d'entre nous. Ça ne demande pas beaucoup d'imagination pour être athée. Même quelqu'un de très intellectuellement limité peut être athée. Tandis que la possibilité d'envisager l'existence de Dieu, elle, fait appel à des ressources d'imagination. Je ne sais plus qui disait Dieu existe, la preuve, je l'ai imaginé, je l'ai inventé. Et c'est comme l'astrologie ou le Père Noël, c'est pas important que ce soit vrai dans la réalité. Ce qui compte, est-ce que c'est vrai dans l'imaginaire? Est-ce que c'est vrai dans le principe actif de la poésie? Est-ce que cela bonifie l'existence? Est-ce que la possibilité que Dieu existe fait de telle sorte qu'on aborde les rives de l'existence avec plus d'enthousiasme? Alors, il est possible aussi qu'au fond, Dieu n'existe pas, mais que ça n'a pas d'importance non plus. L'important, c'est la capacité d'imaginer. C'est la capacité de créer. Et au besoin, on l'inventera. Alors, dont je vais vous parler, pas demain, mais comme je vous disais, demain, je vais vous parler de mon père et je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quelque chose d'assez étonnant.
Et comme maintenant je n'ai plus de témoins primordiaux, c'est-à-dire mes deux parents, en fait j'aurais envie de dire que je peux tout dire maintenant. Puis je peux dire même littéralement n'importe quoi. Donc je ne me prive guère, vous l'aurez remarqué. Mais peut-être que je vais aller encore plus loin. Peut-être. Parce que, avec le décès de mes parents, je me rends compte que j'ai été totalement fidèle. Totalement fidèle à ce que je voulais être. Et ça, c'est plutôt extraordinaire. Alors demain, après-demain plutôt, je vais vous parler de ceci. Je vous le montre tout de suite pour vous mettre en appétit. Karl Marx et Satan. Alors je vais en profiter pour faire des petites recherches sur cette brochure qui a été publiée au Québec, mais qui est sans doute une traduction. Ben voilà, oui, c'est une traduction d'une publication américaine publiée chez Diane Books, Glendale, USA. Les droits originaux de publication française, Apostolat des éditions Paris-France, mais ça a été imprimé sur la rue Wilfrid-Laurier à Saint-Hubert. Pas de date, mais évidemment, c'est une brochure anticommuniste. Karl Marx et Satan. Allez, je vous l'approche, le voyez bien. Alors, je pense qu'on va bien rigoler et je vais vous la lire au complet, du mieux que je peux. Et ben, on va bien rigoler. J'allais vous parler de ça aussi, politique de l'inimitié. Un passage de Freud, entre autres, qui nous dit combien la Première Guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, a ravagé tout sur son passage. Et je vois bien autour de moi, les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se dérouler en Ukraine. Ne comprennent pas la gravité métaphysique de cette guerre. Je le vois bien. Les gens ne veulent pas y penser et ils ne veulent pas se pourrir la vie avec cela. Mais je ne saurais trop insister. Il faut vous y préparer. Et il faut vous y préparer avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'imagination et beaucoup d'amour. À demain.